Bonsoir, bonsoir tous les trois, tous les quatre. On est ici sur un nouveau type d'introduction sur cet épisode 18 de la saison 5 de Tout et de Rien. Donc quand je dis tous les quatre, je vais bien évidemment parler de Manon qui est parmi nous. Comment ça va Manon ? Très bien toi ? Ça va super. J'ai une voix un peu suave parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécifique avec Nicolas. Nicolas, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui réellement ? Alors aujourd'hui, on va parler de la sauge. De la sauge, waouh. Les pouvoirs de la sauge. Une plante un petit peu mystique, et s'il y a bien quelqu'un d'un peu mystique qui a tendance à être traîné un peu dans les profondeurs de la Terre, c'est bien Jules. Comment ça va Jules ? Bonjour Marc, ici Mystique Jules. Toujours ravi de vous rencontrer autour de cette petite soirée d'entretien cosy. Mystique Jules, c'est un pseudo qui est fantastique, mais... Ton nom d'animateur radio, mais direct. Mais on a également notre invité surprise qui est parmi nous, en la personne de Raphaël, qui va zoner probablement au cours de cet enregistrement à droite à gauche. Comment ça va Raph, ce soir ? Eh oui, ça va. Écoutez, je vais et je rôde, telle une ombre, et puisse-t-elle ne jamais devenir la vôtre. Ah, et c'était poétique. C'était poétique, et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, qui aurait pu être un hors-série, mais il y a eu du chamboulement, ce sera un épisode normal. Mais on va commencer tout de suite en parlant de la sauge, avec Manon qui va faire l'introduction de la chronique de Nico. Chose qui avait déjà été faite sur le hors-série Seigneur des Anneaux, où tu avais fait l'introduction de la chronique de Jules. Ah oui ? Oui. Je m'en rappelle pas. Appelez-moi Madame Intro. la chronique de Mystique Jules. Je vais te renommer comme ça direct sur notre conversation. Mystique avec un K, bien évidemment. Exactement. Bah oui, mais la Jules, la sauge. Oh mon dieu. Je peux parler de la Jules aujourd'hui. La Jules, hein. En tisane, fumée, qu'est-ce que vous voulez ? Bonne infusion, Jules. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il fait une sortie de... Je suis tellement content que tu sois venu Jules ce soir. Le mec, il a rien demandé. C'est le fait à son cul. Sur les dents, tu vois. Vraiment, On va pas y arriver, je pense. Alors, Faux départ. vous voyez, on s'amuse, chers auditeurs et chers Mystique auditrices. Jules. Oui, parce qu'en plus, il faut paniser parce que je vais introduire la chronique la plus longue de Nico. Ouais, j'espère que vous êtes prêts, hein, parce qu'il est 21h27. Au secours. Allez, c'est parti, on se reconcentre. Allez. Du coup, oui, moi, je voulais introduire la chronique de Nico parce que Nico m'a contacté il y a quelques temps pour que je relise cette fameuse chronique. Parce qu'il va y parler de la sauge et notamment, arrête-moi si je dis des conneries parce que c'était un petit moment Nico, C'était le 20 juin 2023, exactement. Oh ouais, voilà, donc ça commence à... Ah oui, faire. c'est vrai que ça date d'il y a pratiquement un an. Ouais. Mais c'est bon. C'est bon. C'est un détail inutile. Ah, On passe à Et moi qui suis un petit peu penchée sur les pratiques New Age, de sorcellerie, etc., il m'a fait relire cette chronique parce qu'il a parlé un petit peu de l'utilisation de la sauge dans les pratiques New Age. Donc pour introduire un petit peu cette chronique, moi j'avais envie de vous parler justement, très concrètement, de ces utilisations. J'ai avec moi 5 livres. Il y en a 2 qui sont plutôt livres scientifiques. Il y en a un qui a été écrit par une chercheuse du CNRS, il y en a un autre qui est édité par une université, etc. Et j'en ai 3 que j'appelle gentiment des petites bouses, mais que j'aime beaucoup, qui sont vraiment des livres de New Age. Donc par exemple, j'ai 2 livres de Scott Cunningham, donc l'encyclopédie des plantes magiques et la cuisine Wiccan. Scott Cunningham qui est le type un petit peu qui a chapeauté tout ce qui est autour de la Wicca. Et j'ai un qu'on m'a offert à mon anniversaire qui est très récent, qui s'appelle Charme, sorts et rituels. Voilà. De l'édition Alliance Magique. Oh. Ah mais le On adore. premier livre, ça m'y fait penser, est-ce que tu l'avais pas déjà utilisé pour genre le sureau ? Mais quel Putain, homme, mais il est suit fort, complètement. Il Il est fort. fort. Il est Putain, il écoute ce qu'on c'est raconte le plus bien beau. sûr, il est Le super. fan numéro 1. Tout à fait, j'avais utilisé Encyclopédie des plantes magiques et c'est par celui-là que nous allons commencer. Effectivement, j'avais utilisé pour le sureau. Et on va aller directement au petit post-it que j'ai placé pour parler de la sauge. Sauge, donc Salvia officinalis, nom populaire, sauge officinale, thé de France ou sauge des montagnes. Vous serez ravis d'apprendre que le genre de la sauge, c'est masculin, elle est associée à la planète Jupiter et que son élément, c'est l'air.
Ses pouvoirs sont l'immortalité, la longévité, la sagesse, la protection et les souhaits. À ce qui nous intéresse, donc les usages magiques de cette plante. On croyait autrefois que la sauge pouvait assurer la longévité et parfois même l'immortalité. Pour ce faire, on mangeait une petite quantité de sauge tous les jours, à tout le moins au mois de mai car, et je cite, « Qui souhaite vivre à jamais doit manger de la sauge en mai ». Pensez-y, c'est le mois prochain. On porte sur soi de la sauge pour promouvoir la sagesse et on utilise ses feuilles dans d'innombrables rituels de guérison et d'argent. Pour ne pas contracter le redoutable mauvais œil, portez sur vous une petite corne remplie de sauge. Il existe de curieux conseils de jardinage relatifs à la sauge. D'abord, cela porte malchance de cultiver cette plante dans son jardin. Il faudra confier ce travail à un étranger. Quel type d'étranger, on ne nous le dit pas, malheureusement. Deuxième point, un massif entier de sauge attire la malchance. Aussi, assurez-vous d'y adjoindre d'autres types de plantes. Soit dit en passant, les crapauds aiment la sauge. Si vous désirez qu'un de vos souhaits se réalise, inscrivez-le sur une feuille de sauge que vous cacherez sous votre oreiller. Utilisez cet oreiller pour dormir pendant 3 nuits consécutives. Si vous rêvez à votre souhait, celui-ci se matérialisera. Sinon, enterrez la sauge dans le sol pour éviter de connaître le malheur. Alors, ça vous embouche un coin, hein? Carrément. Mais ce brave Scott Cunningham, il a aussi écrit un livre pour qu'on puisse manger. Oh. Donc, on va voir ensemble, découvrons-le. Si, vu que c'est le même auteur, il dit la même chose dans son livre sur les plantes et dans son livre sur la cuisine. Alors, planète Jupiter, on est bon, l'élément c'est l'air, longévité, santé. Ah, on a une petite section tradition. Alors, consacrée à Zeus par les Grecs et à Jupiter par les Romains, la sauge sert en cuisine, en médecine et en magie depuis au moins 200 ans. Son nom latin vient du mot salvus, en sécurité, en raison de ses qualités guérisseuses. Mettez la sauge dans les plats que vous cuisinez pour profiter d'une longue vie. On y est, ancienne tradition, mange de la sauge en mai, tu vivras jamais. La sauge est aussi un élément important des régimes de guérison visualisés tout en cuisinant et en mangeant. De manière assez étrange, une autorité affirme que boire une infusion de sauge diminue le désir sexuel. Vous savez pas vous la garder dans le pantalon, passez-y. Alors dans le dernier livre que j'ai eu, donc comme ça rituel, j'ai trouvé de grosses mentions sur la sauge. En fait, il y a pas mal de petits rituels, par exemple mettre fin aux nuisances d'autrui, encourager un mariage, etc., etc. Mais du coup, j'ai quand même trouvé quelque chose d'assez intéressant sur la sauge, parce que c'est une recette que je connaissais, entre guillemets. Il faut utiliser de la sauge dans le vinaigre des 4 voleurs. Vous connaissez? Vous avez déjà entendu ça? Non, jamais. Les 4 voleurs. 4 voleurs. Le vinaigre des 4 voleurs, ouais. Alors j'ai trouvé un article dessus sur les archives départementales de l'Aude, qui publie un texte de 1721, et qui explique qu'en fait c'était un remède préservatif pour la peste, les fièvres malignes, et donc il était dit le vinaigre des 4 voleurs. Donc dedans, il y a tout un tas de plantes, et notamment de la sauge, il faut le faire macérer, etc. etc. Mais dans mon livre New Age, là, ils disent que le vinaigre des 4 voleurs est utilisé comme un agent de malédiction. Inscrivez le nom de la personne que vous souhaitez maudire sur un bout de papier, faites tremper le bout de papier dans le vinaigre des 4 voleurs, laissez-le sécher puis brûlez-le. Ce sont les cendres de ce papier que vous utiliserez dans votre rituel. Vous pouvez également répandre du vinaigre des 4 voleurs sur le pas de la porte d'un ennemi pour démolir sa maison. Ça me dit quelque chose. Donc absolument rien à voir avec le document du 18e qui a été fait par les archives de l'Aude, mais bon, ma foi, peut-être que ça avait d'autres utilités. Et du coup, j'ai 2 autres livres avec moi. C'est complètement, j'y pensais de ouf. Tout à fait. Vinaigre des 4 voleurs. Notez-le dans un petit coin. Et en plus, je pense qu'on peut en faire, ça a pas l'air dégueulasse en vrai. Un livre que j'avais utilisé pour la chronique sur le sureau aussi, c'est un livre que j'aime beaucoup, c'est Enquête sur les plantes magiques de Michel Bilimoff, édition Ouest France. Et l'autre, c'est Une histoire des médecines populaires, herbes, magie, prières, d'Yvan Brochard et Jean-François Leblon, par l'Université de Descartes, édition de la Martinière. Et du coup, ce sont des livres avec beaucoup de sources, etc. Et je suis ravie de vous annoncer qu'il n'y a pas de mention de la sauge à l'intérieur. Comme on le dit souvent en recherche, quand on trouve rien, c'est qu'on trouve déjà quelque chose. Ça veut dire tout simplement que la fameuse paternité de cette très ancienne et médiévale de la sauge, d'ailleurs si vous allez sur la page Wikipédia, je me suis prêté à l'exercice tout à l'heure, il y a écrit que la sauge est utilisée depuis les temps médiévaux comme un remède hérité des dieux, etc. Et bien en fait, moi dans mes bouquins de recherche, alors j'ai pas fait plus de recherche que ça, j'ai juste ouvert 2 bouquins, mais il y a rien. Donc potentiellement, cette paternité, elle est pas si vieille que ça. Mais je vais laisser Nico un petit peu nous parler de tout ça. Eh bien, je te remercie Manon parce que ton introduction était parfaite. Du coup, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà brûlé de la sauge? Plein. Oh oui. Oh oui. Oh oui, On un peut massif on entier. peut avoir J'ajouterais- une anecdote vis-à-vis de ça si vous voulez Ah, même. Ah oui, J'ajouterais bien un sûr. mot Anecdote. indirectement.
Tu veux raconter ton anecdote On peut raconter l'anecdote, on peut la raconter à deux, comme ça il va y avoir la double version, puisque ça implique Raphaël qui est parmi nous Je t'en également. prie. Ça remonte à quelques années maintenant, c'était en 2020, c'était pendant le Covid, où j'étais légèrement angoissé par le monde qui nous entourait et l'épidémie qui allait détruire l'humanité tout entière. Et du coup, j'avais quelqu'un qui m'avait offert un espèce de petit rouleau de sauge comme ça. Comme ça. On va y revenir. Et en fait, pour m'endormir le soir, ça me calmait un peu de cramer le truc et de laisser, tu vois, un peu de fumée dans l'ensemble, comme ça pour respirer. Et ça arrivait à me calmer. Alors c'était peut-être psychosomatique, mais je trouvais que ça marchait pas trop mal. Et donc du coup, je faisais ça de manière assez régulière pendant plusieurs semaines, etc. Et un soir, je me suis endormi, j'ai allumé mon truc, je me suis mis dans mon lit, et Raphaël va peut-être prendre la suite de l'histoire, puisque là, moi, à ce moment-là, je suis endormi dans mon lit, et tout va bien. Faut savoir, dans cette maison, on avait tous les deux une chambre séparée, mais c'était à l'étage. Et du coup, en fait, je me suis couché après lui. Je monte les escaliers, et puis je me dis, c'est quand même incroyable, t'as quand même vachement les lunettes sales, parce que tu vois pas grand-chose. En fait, si on voyait pas grand-chose, c'est parce que t'avais un petit nuage de fumée, de brouillard, qui partait du plafond et qui descendait progressivement. Et j'entendais quelque chose de bizarre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? et je me rapproche et je dis, mais c'est la chambre de Marc, quoi. Et j'ouvre la chambre de Marc, je vois le pot avec la sauge qui brûlait, mais tu sais, avec des petites flammes. Vraiment, c'était... En fait, il y avait toute la sauge, tout le gros paquet du truc qui brûlait. Et puis, en fait, il y avait Marc qui... Je pense que le mot exact aurait été psalmodié dans le cas principal, tu vois. En sumérien. Je l'avais. Et du coup, je me rappelle, je vais avoir dit, Marc, tu fais quoi? Du coup, je dis, elle brûle la sauge là. Et du coup, en fait, il s'est levé et même, je sais pas si t'avais pas voulu essayer de toucher le pot qui était quand même. Je pense que j'ai essayé de toucher le pot. Mais... En fait, le truc, il y avait vraiment une vraie flamme dans le pot dans lequel il y avait plus de sauge, il y avait juste du feu en fait. Bah, du coup, je sais plus comment on a fait, on a dû foutre de l'eau dessus, je pense. Mais Il y avait un visage qui te parlait dans les flammes. Avec des cornes. Mais j'avoue, qu'il avait entendu un dauphin. je sais plus bien comment on a éteint le truc, mais ouais. Bah, ça s'éteint tout seul en vrai. Ouais, mais il n'y a plus rien à consommer. Honnêtement, vu la taille du petit nuage qui commençait à descendre, ouais, je puis me disais, putain, ça fait quand même un sacré temps qu'elle brûlait. La chaleur du bol dans lequel qui était posé sur mon bureau en bois. Oui, par conduction. Ça pouvait aussi être un peu tendu. Mais surtout, moi, j'étais éclaté au sol. Hein. J'avais la barre au crâne. En fait, sans Raphaël, je serais mort, je pense, étouffé à l'intérieur de ma propre chambre parce que j'ai essayé de brûler de la sauge. Donc, j'ai un rapport un peu particulier avec la sauge. Je vois. Voilà. Oui, c'est très possible. Moi, j'en ai brûlé souvent, mais pas de la sauge, pas celle en petit bâtonnet du commerce, jamais. J'ai toujours brûlé de la sauge du jardin, de gens qui utilisaient de la sauge. Et je pense que ça brûle moins. Parce que les petits bâtonnets du commerce, ils sont vachement compacts. Ouais, ils sont compacts, c'est comme un starter de et cheminée, du coup, en fait. je pense qu'en fait, je sais pas, ça doit brûler vachement longtemps, parce que moi, mes trucs, ça brûle une feuille et après ça s'éteint. Ouais. Je vous mets quelques photos d'illustrations dans la bibliographie. Dans la salle de pause. La salle de pause. Alors, on va y revenir. C'est juste. Ah ouais, exactement, c'est à ça que je pensais. Oui, voilà, les miens, c'est ceux qui sont en bas à gauche là. Ouais. Cette chronique que je vous propose aujourd'hui, c'est l'occasion de s'interroger sur l'origine de cette pratique. C'est-à-dire de pourquoi on brûle de la sauge. De voir d'où ça provient, ça. Est-ce que c'est un rite traditionnel, populaire et ancestral? Comment nous, Européens du XXIe siècle, on connaît aussi cette pratique? Donc si pour vous, brûler de la sauge, ça possède une certaine signification, je vous recommande de faire preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de ce qui va suivre. Alors on trouve facilement sur internet des centaines de sites et de pages dédiées à la fumigation de la sauge. Il est souvent évoqué une vague origine ancestrale, parfois issue de rites natifs américains, et l'essentiel se concentre sur des modes d'emploi expliquant comment utiliser la sauge étape par étape et ses bienfaits supposés. Parfois, il y a même des liens commerciaux qui permettent d'acheter directement des bouquets de sauge séchés, comme on en a parlé juste avant. Donc, je vous ai fait un petit florilège de quelques exemples qu'on peut lire sur internet. Donc, je suis allé sur quelques sites. Sur le site Le Journal des Femmes, il y a une thérapeute bien-être qui nous dit que la sauge est un purificateur très puissant, utilisé par les chamans en Amérique, qui agit sur les plans énergétiques, comme les chakras et les auras, et contre les énergies résiduelles, comme la colère ou la maladie.
Pour que ça marche, elle précise qu'il faut acheter de la sauge séchée, c'est dur à dire, si possible en commerce équitable. Pour le rituel, il faut éteindre tout appareil qui émet des ondes électromagnétiques, se concentrer et donner une intention pour apporter une bonne énergie. Ensuite, il faut allumer la sauge et la laisser brûler. Pendant quelques secondes, souffler la flamme, il faut s'assurer qu'il y a toujours de la fumée, en utilisant pour ça une grande plume de dinde comme éventail. Il faut veiller à faire tout ça, fenêtres et toilettes fermées, très important. Et une fois effectué, il faut ouvrir les fenêtres pour aérer le lieu et laisser partir les mauvaises énergies. Sur le blog Namastrip, dédié au séjour yoga, on apprend que la sauge était utilisée également en Europe par les druides celtiques, qui la brûlaient lors des rites médicinaux. En plus de purifier l'espace énergétique, la sauge apporte la sagesse et augmente l'intuition. Lorsque la fumée se dissipe, les mauvaises énergies sont relâchées dans un autre espace afin d'être recyclées en bonnes énergies. Il est conseillé de brûler la sauge dès qu'on en sent le besoin, par exemple lors d'une séance de yoga, de méditation, ou le jour où l'on sort les poubelles. De cette manière, on jette les déchets physiques et énergétiques en même temps. Il y a même, sur le même site, un rituel de purification en mode tuto en 5 minutes en vidéo. Sur le site Féminin Bio, Jean Didier, médium professionnel, recommande de purifier son intérieur régulièrement. En effet, les lieux enregistrent des vibrations, des émotions et des ondes négatives. Il insiste sur le fait que tout ça n'est pas bon pour nous si l'on ne fait rien, puisqu'on laisse délibérément notre habitation se charger de mémoires énergétiques négatives. Or, le négatif attire le négatif, qui s'amplifie rapidement et apporte fatigue, mauvaise humeur et insomnie. Mais Jean Didier est conscient de notre libre arbitre et nous laisse donc deux choix. Nous laisser envahir par les ondes négatives ou bien purifier le lieu pour le rendre plus sain. Il nous propose donc un rituel de fumigation par la sauge qui peut également servir aussi à dégager une âme bloquée dans un lieu ou après le décès d'une personne dans une pièce. Dans Femme actuelle, on apprend que la sauge est liée aux femmes, à la lune, et permet de rééquilibrer ses hormones. La fumigation permettrait aussi de purifier les lieux, les pierres, et de nettoyer son esprit. La sauge servirait à ouvrir ses chakras et se relier au divin et à la nature. Elle permettrait d'appeler des esprits protecteurs et de développer ses dons de voyance. Alors comment mesurer la fiabilité de tels propos ? Les sources de ces sites, lorsqu'elles existent, restent légères. Les spécialistes semblent issus d'un même milieu, celui du bien-être et du développement personnel. Les termes employés comme énergie, vibration, restent suffisamment flous pour que quiconque puisse leur donner le sens qu'il ou elle a envie. L'historique de la fumigation de la sauge est peu abordé. L'essentiel, c'est de proposer des rituels dont le but est soit lié à la recherche du bien-être personnel, peut-être se réserver un moment à soi tranquille à la maison, ou rajouter un peu de fantaisie lorsqu'on sort les poubelles, soit absolument nécessaire. Si on ne fait pas brûler de la sauge, on subit la colère des forces invisibles maléfiques, comme le suggère Jean Didier. Moi, aujourd'hui, je vous propose de faire l'inverse. C'est-à-dire, on va mettre le rite et les promesses de côté, et se concentrer sur l'origine et l'historique de la fumigation de la sauge. Donc la fumigation, ou le fait de la brûler, la sauge, c'est aussi appelé smudging. C'est une tradition et un rituel issu de culture native américaine. D'une manière générale, elle a été extraite de son contexte par des occidentaux pour en faire une sorte d'astuce New Age au service de notre bien-être. Le smudging est si populaire chez les non-natifs américains qu'il se retrouve mêlé à d'autres pratiques comme le yoga ou à des concepts comme la loi de l'attraction, c'est-à-dire le fait de poser une intention pour attirer à soi positif. La sauge s'achète notamment sous forme de bouquets séchés auprès de grandes enseignes comme Amazon ou Nature et Découverte. Et pour les personnes qui sont avec moi, donc les photos que j'ai mis, c'est des photos prises uniquement à Nature et Découverte, dans le même Nature et Découverte. Ouais, je reconnais la vibe. Cependant, à l'origine, le fait de brûler de la sauge n'est pas un moyen d'invoquer des ondes positives, ni d'offrir un espace de calme et de connexion à la nature aux populations occidentales. L'idée que la fumigation de la sauge puisse apporter le bien dans nos maisons et nos corps, afin d'en chasser les énergies indésirables, proviendrait des hippies des années 60, en recherche de spiritualité alternative.
Ça reste assez flou et il est également très probable que tout ça soit lié dès le départ à la marchandisation du bien-être, de la spiritualité contemporaine et de la guérison naturelle. Les publics visés sont principalement des personnes blanches, occidentales, non natives. Dans une recherche d'authenticité, beaucoup se tournent vers les traditions des cultures colonisées. Avec le jeu du marketing, de l'offre et de la demande, des tendances sur les réseaux sociaux, le smudging reste encore très à la mode. La pratique bénéficie aussi de l'influence des chamans en plastique, des enseignants spirituels autoproclamés ou de gourous qui s'approprient les pratiques d'autres cultures dans un but financier. Et c'est là une dynamique similaire à ce qu'on avait déjà vu par exemple avec le chamanisme ou avec les extraterrestres. En fait, on est ici dans ce qu'on appelle l'occultisme, c'est-à-dire des supposés savoirs accessibles, diffusés clé en main, sans initiation particulière, à l'inverse de l'ésotérisme qui s'apparente à une démarche personnelle et initiatique auprès de maîtres dans un contexte fermé et clos. Comme dans la plupart des pratiques occultes, les bienfaits de la fumigation de la sauge, c'est-à-dire les bonnes ondes, les vibrations positives, et les raisons de le faire, c'est-à-dire les mauvais esprits, les ondes négatives, reposent uniquement sur le principe des sentiments et ressentis. Si ça nous semble vrai, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas plus de questions à se poser. On peut toutefois nuancer que le degré d'adhésion à cela varie entre le simple symbolisme au ressenti total de manifestations extraordinaires, en passant par la recherche de tranquillité et l'appréciation simple de la senteur aussi. Si la libéralisation des croyances religieuses des Occidentaux nous semble tout à fait banale, là où ce type de pratique peut devenir problématique, c'est lorsqu'on la compare avec l'histoire des peuples autochtones, desquels la fumigation de la sauge est issue. Les natifs américains n'ont obtenu le droit à la liberté religieuse que depuis quelques décennies seulement, après d'importantes luttes politiques. Or, en parallèle, on assiste à la récupération de leurs pratiques religieuses. Autre point, avec la pression commerciale, les terres sont surexploitées, la sauge devient plus rare, plus chère et difficile d'accès pour les natifs américains, qui sont pourtant à l'origine de la pratique. Brûler de la sauge fait aussi perdurer des clichés et idées reçues sur les peuples autochtones. Des études parlent ainsi de phénomènes de simulation d'indigénéité par les Occidentaux. Et ça, c'est un truc qui remonte au 19e siècle. Selon le philosophe Jean Baudrillard, notre société actuelle est parcourue d'un sentiment d'absence de sens et d'inauthenticité. Les simulations d'indigénéité représentent des ressources afin d'y répondre. Il en résulte une consommation accrue de produits et d'images au détriment des communautés autochtones, et tout cela a un impact négatif durable sur leurs revendications, leurs identités et leur culture. Les cérémonies de fumigation de la sauge proviennent d'une grande variété de peuples autochtones aux États-Unis et au Canada. Selon les cultures, les cérémonies diffèrent et peuvent être utilisées à des fins médicinales ou religieuses. Toutes les cultures de ces régions n'utilisent pas la sauge, et ce n'est pas non plus le seul type de plante qui est utilisé. Le mot smudging en lui-même, il vient de l'anglais et signifie étouffer quelque chose avec de la fumée. À l'origine, on l'emploie par exemple pour la fumigation contre les insectes. Et ce n'est que depuis le XXe siècle qu'il est associé aux pratiques de fumigation rituelle native américaine. Les peuples autochtones, eux, ont leur propre terme pour désigner cette pratique. Par exemple, Atisamanic en langue cri, Nukwez en Ojibwe ou Wasilia en Lakota. Il est difficile de déterminer exactement l'origine première de cette pratique, étant donné que les traditions et histoires se diffusent principalement de manière orale. On peut quand même supposer que l'usage de plantes séchées dans des rites spirituels ou médicinaux remonte à une période précoloniale. Chez les Lakota, la pratique de la fumigation renvoie aussi aux histoires de création et à la relation entre cette plante et les humains depuis le début des temps. La sauge possède des vertus médicinales à la fois pour soi-même, mais aussi pour les autres et les futures générations. Elle est vue comme un don de la terre, respectée et honorée avant, pendant et après son usage. La sauge n'est pas juste un élément d'un rituel, elle s'inscrit dans un réseau de pratiques complexes plus larges. Le rite est aussi accompagné de prières spécifiques. Lorsque la sauge est brûlée, elle acquiert une nouvelle vie après avoir perdu l'ancienne lors de sa cueillette et devient une plante qui ne meurt jamais en apportant la vie aux humains. Dans certains cas, la sauge participe bien à éliminer le mal, mais ce n'est jamais son usage premier. Elle est avant tout un moyen de se connecter aux esprits. Par ailleurs, la sauge n'est pas utilisée qu'en fumigation. Chaque culture possède ses propres manières de l'utiliser.
Il existe aussi beaucoup de variétés comme la sauge des bisons, la sauge blanche, la sauge des montagnes. Traditionnellement, chaque variété correspond à un but spécifique recherché. Par exemple, il y a une variété qui s'appelle la sauge des femmes, qui est utilisée contre les douleurs pendant les règles chez les Lakota. Il y a une autre variété, qui est la sauge des prairies, qui sert à établir une connexion avec les esprits des ancêtres. D'une manière générale, la sauge est recueillie et brûlée dans un récipient qui est prévu à cet usage. La fumée est projetée sur le visage et le corps de la personne à qui est destiné le rituel, soit par une plume, soit à la main. Comme pour le tabac, la fumée est aussi parfois inhalée. Et ce sont des anciens ou des représentants de l'autorité spirituelle qui mènent la cérémonie, bien que dans certaines circonstances, n'importe qui puisse la réaliser. En tant qu'événement rituel, la fumigation de la sauge occupe une place importante dans les croyances autochtones et est particulièrement pratiquée en période de crise, de mauvaise santé ou de décès. Chez les Ojibwe, la médecine associée à la fumigation de la sauge se fait en ciblant les parties du corps comme la tête, les pieds, le dos, ou encore les oreilles, les yeux et la bouche pour améliorer les compétences sensorielles. Ces cérémonies servent en plus de la santé individuelle à apporter la paix. Après l'acculturation forcée des peuples autochtones et les traumatismes engendrés par la perte de territoire, les épidémies et l'effondrement des cultures, la fumigation de la sauge fait partie des rituels mis en avant dans le but de reconstruire des identités culturelles. De nos jours, par exemple, la fumigation de la sauge fait partie des cérémonies ou événements publics où se côtoient autochtones et non autochtones. C'est aussi un rite pratiqué dans les musées qui possèdent des objets d'origine autochtone qui sont sacralisés, que ce soit de manière publique ou alors effectué de manière plus discrète dans les réserves. Le fait de brûler des plantes, c'est commun à de nombreuses cultures à travers le monde, que ce soit à des fins sanitaires ou à des fins religieuses ou de purification ou alors de rites communautaires. En Europe, la sauge, originaire de Méditerranée, fait partie de la pharmacopée locale depuis probablement l'Antiquité, où elle est utilisée en décoction, jus ou infusion à des fins médicinales. Si penser que des druides aient brûlé de la sauge n'est appuyé par aucune source historique ou archéologique, il existe néanmoins une tradition celtique de fumigation qui utilise d'autres plantes comme le genévrier, le sorbet ou le sureau qui sont brûlés dans des bols à encens. À ce jour, il n'a jamais été démontré que des peuples européens ou même non américains aient utilisé la sauge en fumigation. D'une manière générale, les rituels de fumigation sont liés à des ancrages régionaux, culturels et historiques, qui répondent à des usages spécifiques. C'est le cas des textes sacrés, les Védas en Inde, qui mentionnent l'utilisation d'encens. En Mésopotamie et en Grèce antique, c'est le ladanum et le safran qui étaient brûlés. Les Assyriens utilisaient différentes essences de bois et de plantes. Les Romains brûlaient de la cannelle lors des funérailles et du romarin pour la guérison. D'autres traditions existent en Afrique, en Égypte ancienne, en Océanie et à travers l'Asie, où bien sûr l'encens fait partie intégrante des rites bouddhistes, taoïstes et shintoïstes. Et la fumigation est aussi présente dans les traditions chrétiennes avec l'encens et la myrrhe. Un argument auquel on se trouve rapidement confronté en ligne consiste à présenter les supposées vertus bénéfiques du fait de brûler de la sauge, sous l'angle de la science. Derrière ça, en fait, il y a une étude scientifique qui a été publiée en 2007, intitulée Medicinal Smoke Reduces Airborne Bacteria, dans le Journal of Ethnopharmacology. Très popularisée par les médias, cette étude ne parle cependant d'aucune variété de sauge, malgré le fait qu'elle soit mentionnée comme ça, mais d'un mélange d'herbes utilisées en Inde dans le cadre de cérémonies. Ce mélange comprend entre autres des pétales de rose, de la poudre de bois de santal, du calembac, des graines de lotus, du curcuma et du bois de manguier. Il a été bien prouvé qu'une heure de combustion réduisait le nombre de bactéries dans l'air, mais à ce jour, on ne peut pas en dire autant sur la sauge. Dans la médecine européenne, du XIVe et XVe siècle, c'est le romarin qui est brûlé dans les maisons pour se protéger des épidémies. Et jusqu'au XXe siècle, les médecins français recommandaient de brûler du romarin et du thym dans les chambres des malades et les hôpitaux pour purifier l'air. Mais malheureusement, ni le thym ni le romarin ne semblent avoir séduit les pratiques New Age autant que la sauge. Et cette appropriation culturelle a des conséquences bien concrètes. L'appropriation de la pratique de la fumigation de la sauge est perçue comme profondément blessante pour les natifs américains. Pour Marie-Annette Pember, qui est une journaliste Ojibwe, cela s'inscrit dans la longue lignée de la prédation coloniale envers les nations autochtones
qui ont déjà quasiment tout perdu. Leur terre, leur langue, leur culture, au nom du progrès, de la civilisation et du bien-être des Occidentaux. C'est une ultime insulte et un signe d'irrespect de voir ces pratiques mélangées à d'autres choses pour devenir seulement une tendance à la mode depuis quelques dizaines d'années. Comme on l'a vu, le pouvoir et la signification de la sauge est lié à des lieux, à des communautés, à une question de foi et de culture. Piocher à droite à gauche des croyances et des rituels de communautés natives américaines n'est peut-être pas le meilleur moyen de montrer son intérêt pour ces cultures. Wilfrid Moose Jr., un chef spirituel et gardien du savoir Lakota Oglala, explique que ces types de rituels et leur commercialisation vident l'esprit de la sauge. Pour lui, les non-autochtones ne font que choisir ce qu'ils veulent tirer des enseignements natifs pour les utiliser à leur avantage. Et de nos jours, il y a même des aînés qui craignent désormais de divulguer leurs connaissances par peur du pillage. Voir une partie de ces cultures autrefois menacées par les efforts d'assimilation devenir une tendance mainstream ne fait qu'aggraver une dynamique qui est déjà existante. Il y a l'activiste Tate Walker, qui est Lakota Minikonju, qui précise que la fumigation de la sauge n'a rien à voir avec l'absurdité magique qu'est le nettoyage énergétique vendu par les capitalistes. Toutes les cultures autochtones n'utilisent pas la sauge uniquement de cette façon. C'est une manière de plus qu'ont les Occidentaux de fantasmer une sorte de monoculture native américaine. À ce sujet, il y a Jonette Paddy, qui est membre de la nation Navajo, qui préside que la spiritualité diffère d'un groupe à un autre. L'idée d'une, entre guillemets, spiritualité amérindienne ne correspond en rien à une réalité. Les religions et les cultures sont aussi différentes en fait que les langues ou les peuples, et on en compte des centaines. Les réactions à l'utilisation de ces pratiques spirituelles par des non-autochtones varient aussi d'un peuple à l'autre. Paddy explique que beaucoup sont très fermés à l'égard de leurs pratiques. Mais dans un même temps, il y a d'autres choses dont beaucoup d'autochtones sont très heureux de parler et partager. Mais il y en a d'autres qui sont juste trop sacrés pour être abordés à la légère. Il y a un argument qui revient de manière récurrente contre l'accusation d'appropriation culturelle parmi les non-natifs, qui est celui de l'universalisme des pratiques. Pour l'universitaire et écologiste états-unien Bron Taylor, les pratiques spirituelles, comme le chamanisme ou certaines cérémonies et rituels, n'appartiennent à personne parce que dans le passé, elles étaient communes à toutes les cultures. Selon Rachel Park, de l'université d'Arcadia, cet argument n'est recevable que si ces concepts sont universels et que l'on soit certain que ces pratiques remontent bien à des milliers d'années, ce qui, en fait, dans les deux cas, ne sont que des suppositions. Bron Taylor évoque aussi la fumigation de la sauge, les huttes à sudation, et d'autres cérémonies en cherchant à effacer des revendications politiques, alors que ces rites sont actuellement pratiqués par des communautés. Et le nouveau sens qu'il en donne en vient à supplanter le sens originel, considérant ces traditions comme soi-disant primitives et universelles, au lieu d'essayer de les comprendre dans leur contexte actuel. Anna Sheridan Jonah, de l'université de Dalhousie, définit les actes d'appropriation culturelle par un différentiel de pouvoir et la manière dont ils sont destinés à être reçus et interprétés par un public d'observateurs. Donc en tant que tels, ils ont un impact politique qu'il est nécessaire à prendre en compte. Pour ce qui est de ce que l'on retrouve facilement sur Internet, comme on l'a vu en introduction, ou dans les ouvrages occultes, comme Manon nous a montré, il est nécessaire de se poser des questions importantes quant au niveau de véracité de leur contenu, leurs sources, et de savoir si des autorisations appropriées ont été demandées éventuellement avant leur diffusion. En outre, la connaissance d'une pratique d'une autre culture peut avoir un impact sur la manière dont un individu perçoit et comprend le monde, et soulève donc des questions d'ordre éthique. Parce que si des représentations fantasmées sont les seules qu'un individu rencontre, eh bien sa capacité à considérer cette culture sera donc limitée. Or, la représentation par des occidentaux de pratiques culturelles connues comme n'étant pas les leurs a pour effet de perpétuer l'une des bases les plus néfastes sur laquelle repose la colonisation. La philosophe Linda Martin Alcoff écrit que, je cite, « Dans une société de consommation, le cœur du privilège blanc est la capacité à consommer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où. » Pour ce qui est de la portée politique, on assiste à une diffusion de récits problématiques et dévoyés à un large public de consommateurs. Même dans les mouvements occidentaux ancrés à gauche, comme le milieu de l'écologie par exemple, on voit des actes d'appropriation culturelle. Le New Age, le néopaganisme et la sorcellerie contemporaine
exploite considérablement ces images par attrait du romantisme et de l'exotisme que renvoient ces autres spiritualités. Ces spiritualités contemporaines attirent un nombre considérable de personnes qui se sentent déracinées des traditions, de l'appartenance à une communauté et en quête de sens spirituel. Ces sentiments sont des symptômes de la culture de consommation, mais paradoxalement, on note aussi la recherche d'un sens spirituel par le biais des achats et de la consommation. La consommation de rituels et de savoirs choisis parmi un large éventail de religions minorisées constitue aussi une appropriation culturelle. Les personnes qui ont accès à ce marché le peuvent parce qu'ils sont dans une position de hiérarchie et de pouvoir. En ce qui concerne les fumigations, ce n'est pas la pratique en elle-même qui pose problème, et ça ne l'a jamais été, mais le fait de se référer, consciemment ou non, à un rituel spécifique et élaboré, exclusif à des cultures natives américaines. Et à ce stade, peu importe en fait que l'on découvre dans le futur que les anciens Celtes par exemple aient pu brûler de la sauge, parce que la manière dont le font les Occidentaux actuellement est issue de l'appropriation de rites américains. Lorsqu'un non-autochtone pratique une fumigation de sauge, il sort le matériel culturel de son contexte d'origine et y applique sa propre interprétation, tout en nuisant à la perception générale de la pratique via une version qui est alternative et fantasmée. Un autre argument utilisé par les communautés New Age et néo-païennes pourrait se résumer à, je cite entre guillemets, « ce qu'ils ne savent pas ne peut pas leur faire de mal ». Il s'agit d'une méthode courante pour tenter d'éviter l'appropriation culturelle, ne rien dire à personne. Voici comment Johanna DeVoe, qui est sorcière sur YouTube, explique cette idée. Je la cite. « Ma spiritualité n'est pas une démocratie. Il s'agit de moi et de ma connexion avec les esprits ou le divin. Pour ce qui est de ma pratique personnelle, il n'y a rien que je puisse faire dans l'intimité de ma maison ou dans la forêt, quand je suis seul, qui soit irrespectueux. Une autre variante est que l'évocation d'appropriation culturelle ne peut avoir lieu que lorsqu'une voix dominante s'impose comme autorité en matière de pratique. Cependant, bien qu'il puisse ne pas y avoir de conséquences immédiates pour quelqu'un qui pratique en privé, il est à noter que, dans plusieurs spiritualités, notamment natives américaines, il y a des répercussions profondes et négatives qui sont à prévoir si un rituel n'est pas exécuté de la bonne manière. Par conséquent, même un rituel pratiqué dans le plus grand des secrets devrait être considéré comme nuisible dans l'accord des cultures concernées. Et malheureusement, le problème est encore plus complexe que l'appropriation culturelle. La fumigation de la sauge et les autres activités culturelles des autochtones ont été largement interdites aux États-Unis et au Canada dans les années 1870. Ce n'est, et tenez-vous bien, que depuis 1978 que la liberté religieuse a été rétablie aux États-Unis. Les politiques d'assimilation et administration coloniale ont réprimé et parfois éradiqué des traditions. Et ce n'est que par des actes de résistance que la fumigation de la sauge a pu faire partie des activités culturelles qui sont encore pratiquées aujourd'hui. L'impact a été tel que de nombreux peuples ont encore du mal à pratiquer la fumigation de la sauge en public. Dans certains cas, les interdictions de fumigation sont également maintenues dans la sphère privée. Et il y a par exemple des cas entre des interdictions de propriétaires à des locataires qui interdisent à certains natifs de pratiquer des rituels. De nos jours, il y a encore des natifs qui n'ont pas ce privilège d'accéder et d'utiliser de la sauge destinée au marché occidental. Autre exemple, en 2016 à Denver, lors d'une manifestation anti-Trump, il y a une autochtone qui a même été embarquée par la police parce qu'elle faisait une fumigation en public, et ce, en dépit de ses droits. Dakota Farenkrug, qui est d'origine Anishinaabe, raconte que, comme beaucoup, ses parents et grands-parents ont été placés de force dans des pensionnats indiens, entre guillemets, après avoir été déplacés de leur terre. En fait, ce type d'école aux États-Unis et au Canada avait pour but d'effacer la culture, la langue et l'identité des autochtones par l'assimilation. Ces établissements, ils ont connu de graves problèmes, comme des conditions sanitaires déplorables, des abus physiques, sexuels, émotionnels, conduisant parfois à la mort ou au suicide des élèves. De nombreuses traditions ont été perdues à jamais à cause de ce déracinement forcé, et celles qui ont survécu ne l'ont été que parce qu'elles ont été pratiquées et transmises en secret. Les natifs étaient battus ou emprisonnés s'ils étaient surpris en train de brûler de la sauge. Et ce n'est que depuis les années 80, en fait, que ces minorités récupèrent lentement les traditions qui leur ont été volées. L'utilisation de la sauge à brûler par des non-autochtones est souvent bien intentionnée, mais cette
appropriation et cette exploitation commerciale nuit au devoir de mémoire qui est nécessaire dans ce cas-là. Il y a par exemple un sondage de 2016 qui indique que 40% des Américains pensent que les autochtones n'existent plus. Hallucinant. L'appropriation culturelle diminue la mémoire des persécutions historiques tout en accentuant les oppressions sur la culture qu'elle vole. Les communautés natives restent marginalisées, les réserves gardent un niveau de vie bas et les terres et les derniers sites sacrés sont sans cesse menacés par les industriels. Et ce n'est pas aux autochtones qu'il incombe d'enseigner leur histoire aux autres. En fait, c'est de notre devoir à nous de prendre en compte ces réalités et de respecter juste leurs choix concernant leurs pratiques culturelles. C'est une histoire qui est douloureuse à apprendre, mais nécessaire pour éviter qu'elle ne se répète. S'en remettre à ceux qui ont réellement vécu les traumatismes raciaux et générationnels, ou à leurs descendants, en fait c'est plus que nécessaire. Apprendre à connaître et à apprécier une autre culture, ça peut être quelque chose qui est passionnant et extrêmement enrichissant. Mais que ce soit conscient ou non, si nous nous approprions une culture, nous effaçons un petit peu l'histoire qui s'y rapporte. Dans un ouvrage qui est consacré aux arts olfactifs et à la politique, Gwenaël Lynn, qui est un artiste contemporain franco-américain, qui travaille avec notamment les odeurs et la fumée, revient sur son propre usage de la fumigation de la sauge. D'abord utilisateur de ce genre de pratique à des fins personnelles ou artistiques, sa fréquentation des milieux militants et ses échanges avec les autochtones qui ont fait peu à peu prendre conscience qu'il y avait un problème. Lors de la forte opposition à la construction d'un oléoduc dans la réserve Lakota de Standing Rock en 2016, qui rassemblait plusieurs communautés autochtones et non autochtones, il a assisté à des fumigations publiques qui rythmaient les journées et les actions des manifestants. En fait, il met ça en parallèle avec une autre fumigation publique à laquelle il a assisté, cette fois qui a eu lieu à Paris lors de la COP21 en 2015. En fait, les années passent, il réalise des performances et expositions, notamment une mise en scène de fumigation à la sauge, et puis il y a un moment où il échange avec une amie d'ascendance cherokee. En fait, elle lui confirme que les non-autochtones qui pratiquent le smudging, même avec de bonnes intentions, participent en fait à une longue histoire d'appropriation coloniale grâce à leurs privilèges, sans forcément qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs. Et en raison de la dynamique du pouvoir et de l'économie dans laquelle nous vivons, les colons dominent l'économie et le gouvernement, enfin les gouvernements même. Il est donc très facile de s'approprier des rituels développés par d'autres sans que cela n'ait de conséquences. Pour les peuples qui ont développé ce rituel au fil des siècles, en fait il s'agit juste d'une oppression coloniale de plus. Dans les luttes écologiques, et en particulier celles contre les industriels du pétrole ou contre la déforestation, les communautés autochtones se retrouvent souvent en première ligne. Et pour l'artiste Gwenaël Lynn, il s'agit d'une situation qui ne peut avoir lieu que dans un contexte colonial, puisqu'en fait le but c'est littéralement de s'emparer des terres sur lesquelles vivent ces communautés, perpétuant ainsi en fait les mêmes schémas depuis plus de 500 ans. Si le rituel de fumigation avait été partagé dans des circonstances d'égalité entre les cultures, il serait peut-être acceptable pour des non-natifs de brûler de la sauge. Mais en fait, ce n'est juste pas le cas. Il y a un contexte réel à prendre en compte derrière, et cet acte possède une dimension de résistance politique pour certains. Et si en tant qu'alliés non autochtones, et qu'on est contre aussi le colonialisme et qu'on participe aux luttes anticoloniales et écologiques, et on reproduit par inadvertance, négligence ou ignorance des gestes qui sont préjudiciables, alors en fait, du coup, nos actions, elles deviennent contre-productives. Et autre problème, c'est que la sauge séchée représente un véritable business, comme on l'avait évoqué un petit peu au début. L'industrie du bien-être, en général, en fait, elle a de sérieux problèmes d'appropriation culturelle. Depuis le yoga aux masseurs en jade, en passant par la prise d'ayahuasca, les pratiques aux origines anciennes et aux significations culturelles profondes pour les communautés qui les ont initiées sont devenues des biens marchands comme les autres. Elles sont capitalisées par le New Age et les marques de bien-être occidentales et s'en trouvent dévoyées. Selon le philosophe Nicolas Saju, ce type de syncrétisme et d'acculturation valorise le narcissisme et l'individualisme qui est promu par un mode de vie néolibéral. L'objectif n'est pas d'aller vers l'autre ou de chercher l'altérité, puisque le développement personnel est centré sur soi. En fait, on n'a plus besoin de l'autre. On veut notre propre bonheur, et le prix, c'est d'écraser les autres. C'est pour cela que le fait de brûler de la sauge, c'est devenu une simple tendance qui se trouve mêlée à d'autres, comme le spiritisme ou la recherche de bonnes énergies. Alors qu'à l'origine, ce rite existe au sein d'un réseau bien complexe de pratiques religieuses. Le fait même que la sauge est une valeur marchande va à l'encontre des cultures qui l'utilisent de base.
En fait, la sauge se cueille soi-même, s'échange ou est reçue en cadeau, et il existe des manières spécifiques de la récolter, étant donné qu'il s'agit d'une plante qui est sacrée. De fait, c'est l'ensemble de son processus d'obtention et d'usage qui est sacralisé, au risque de corrompre son pouvoir si l'on s'y prend mal. Et ironiquement, ça fait que la sauge séchée, achetée ou venant du commerce, est toujours un produit corrompu. Et la brûler ne peut donc qu'apporter du malheur, selon certains natifs. Dans le livre, c'est un livre que j'aime bien qui s'appelle Peace, Love, Yoga, The Politics of Global Spirituality, Andrea Jain, qui est chercheuse en sciences des religions, explique que le marché de la spiritualité s'appuie sur une anxiété perpétuelle concernant la productivité et la responsabilité individuelle. En fait, la spiritualité contemporaine incite sans cesse ses adeptes à accepter l'entière responsabilité de leur santé, de leur beauté, de leur forme physique, mais aussi de leur bien-être et leur réussite en général. De nombreux consommateurs dépensent leur argent parce qu'ils pensent que quelque chose ne va pas chez eux, que ce soit la maladie, la souffrance, la tristesse, la fatigue, l'anxiété, le manque de réussite, et qu'il est de leur responsabilité propre de résoudre ces problèmes ou d'améliorer leur situation. Les biens qui sont ainsi achetés symbolisent une forme d'attachement nostalgique à un passé, une recherche de pureté, comme par exemple les cristaux, les cailloux, les cours de yoga, ou les appropriations culturelles comme la sauge. Andrea Jain, elle appelle ce phénomène populaire la spiritualité néolibérale, soit une dynamique capitaliste néolibérale qui a tendance à associer la réussite matérielle à la quête de spiritualité, et tout ça enraciné dans une forme de pseudo-sagesse ancienne. Il s'agit d'un marché qui est mondialisé, dont les produits sont censés aider des consommateurs, principalement urbains, à atteindre leurs objectifs personnels. À la manière d'autres domaines de la culture urbaine mondialisée, ces consommateurs font leur choix parmi une variété de pratiques et de visions du monde pour construire des styles de vie individualisés, s'appropriant librement différentes cultures et différentes traditions religieuses. Dans la culture de consommation, le style de vie, il sert à connoter l'individualité, l'expression de soi. Le corps, les achats, les discours, les loisirs, les activités doivent être considérés comme des indicateurs de l'individualité, du goût et du style du consommateur. Et le fait que l'appropriation culturelle ait tant de succès auprès des occidentaux des classes moyennes et supérieures n'est pas historiquement surprenant, étant donné la relation étroite entre le capitalisme et le colonialisme. La spiritualité néolibérale peut en ce sens être considérée comme l'une des évolutions actuelles de ces systèmes. Bien que les consommateurs imaginent souvent que leur mode de vie spirituel représente un système unifié, universel et cohérent, leurs produits représentent en fait un bricolage, une combinaison d'idées et de pratiques hétérogènes appropriées à partir d'un large éventail de sources, par exemple le yoga, le tantra, les cultures natives américaines, le bouddhisme ou les traditions occidentales. Et c'est comme ça que sur plusieurs sites, on peut trouver à la vente de nombreux produits issus de ces mélanges de cultures. Et c'est parmi eux que l'on trouve des kits de fumigation de la sauge, parfois associés avec des produits genre des encens, des pierres, ce genre de machin. Ce marché explique aussi la montée en puissance des gourous et enseignants spirituels qui promeuvent ces produits auprès de publics cibles. Les consommateurs perçoivent alors ces produits comme des sortes de fétiches qui les aident à se sentir comme s'ils échappaient à l'impact un peu de la réalité. C'est une sorte d'échappatoire vers une expérience qui peut être une expérience du moment présent, d'un autre romantisé ou d'un passé idéalisé. Et surtout qui leur permet de s'imaginer déconnectés de l'agitation de la vie quotidienne et par extension déconnectés des relations sociales et économiques du capitalisme néolibéral. Pourtant, en faisant cela, les consommateurs, ils se rendent complètement complices d'une dynamique capitaliste. Et ce qui est vendu comme une spiritualité qui est radicale, transformatrice, ne produit en fait que peu de changements significatifs dans les modes de vie ou les comportements sociétaux. Les campagnes de marketing spirituel incitent sans cesse les consommateurs à accepter la pleine responsabilité de leur bien-être individuel, en opposition au bien-être collectif. Aucune spiritualité contemporaine ne remet activement en fait en question les structures socio-économiques qui façonnent nos vies. En d'autres termes, en fait, elles permettent de se conformer à l'idéologie dominante du néolibéralisme et au système socio-économique régnant, qui entretiennent la destruction de l'environnement et qui sont largement responsables de l'exploitation humaine, des inégalités sociales et du recul des droits des sociétés autochtones. Le shopping spirituel donne aux individus un sentiment de contrôle sur leur vie,
Les adeptes de spiritualité néolibérale utilisent la notion aussi de choix du consommateur pour se convaincre qu'ils contrôlent leur bien-être, leur réussite, leur santé et leur bonheur. C'est pour ça qu'il y a un large éventail de produits qui sont considérés comme des bons choix de consommation. Des produits qui mènent à une meilleure vie ou à un épanouissement personnel ou spirituel. Il y a un exemple extrême de ça qui est la vente de kits de fumigation de sauge vendus par Sephora en 2018 en tant que starter kit pour sorcières. Alors ce kit est censé être parfait pour, je cite, commencer un voyage vers une spiritualité authentique. Et là en fait on est tout à fait dans la simulation de l'indigénéité qui joue sur la recherche de l'authentique et l'attrait des consommateurs pour des produits qui capitalisent sur l'exotisme et sur une sorte de quête de sens. Il est intéressant de constater aussi que cet exemple joue sur le concept de la sorcière et à intégrer dans un phénomène culturel colonial plus large qui cherche à assimiler les pratiques autochtones aux pratiques païennes et à la sorcellerie. Et du coup, il a fallu plusieurs protestations et dénonciations d'appropriation culturelle auxquelles d'ailleurs se sont joints les groupes Wicca avant que le produit soit retiré de la vente à Sephora. Donc si vous pratiquez ou avez pratiqué la fumigation de la sauge sans connaître l'histoire et les problématiques liées, c'est peut-être l'occasion de prendre un petit peu de recul et de se questionner. Si vous en aimez l'odeur, la sensation, ou si vous êtes dans une démarche plus spirituelle, eh bien il existe des conseils promulgués par des personnes concernées pour vous accompagner au mieux, ou alors vous pouvez aussi trouver des alternatives en lien avec votre propre culture. Comme on l'a évoqué, la fumigation est présente dans de nombreuses cultures à travers le monde. C'est une pratique qui est probablement ancestrale et qui est extrêmement accessible. Il existe de nombreux moyens de réaliser une fumigation sans empiéter sur des traditions qui sont sacrées pour d'autres. Et plus peut-être aussi en raccord avec votre propre héritage culturel. Vous pouvez faire des recherches sur l'histoire ou la culture de votre famille, sur les traditions botaniques de votre région, ou trouver des plantes locales que vous appréciez. Vous pouvez pousser la réflexion sur la manière de brûler ces plantes en évitant d'acheter des kits déjà prêts à l'emploi dans le commerce. Dans le monde entier, les rituels traditionnels de fumigation sont souvent réalisés avec des plantes séchées en vrac ou en résine qui sont brûlées dans un réceptacle ou jetées directement dans le feu. Parmi ces plantes qui poussent dans nos contrées en France, certains recommandent le génévrier, le romarin, le sureau, la valériane, la lavande, la rose ou la menthe, dont l'histoire et l'héritage sont plus proches de nous. Et si l'on peut tirer une leçon de tout ça, eh bien c'est de privilégier la créativité, au lieu de partir en quête d'une authenticité qui est fabriquée par des marchés financiers. Et si en tant qu'occidental vous voulez quand même pratiquer la fumigation de la sauge, il convient de bien réfléchir aux raisons et intentions qui vous animent. Il est important de comprendre la signification culturelle de cette plante, son histoire et les enjeux politiques derrière. Écouter des points de vue autochtones n'est pas suffisant. Il sera probablement nécessaire de vous tourner vers les communautés où ces pratiques sont nées, afin d'apprendre auprès d'elles. Et donc, du coup, il va falloir prévoir peut-être un petit voyage en Amérique. Adopter une nouvelle pratique, en dehors de sa culture, nécessite recherche, humilité et une volonté d'apprendre. Certaines communautés natives expliquent qu'elles accueillent volontiers des gens qui ont du respect, et d'autres refuseront, et c'est entièrement leur droit. Il faut aussi penser que l'on parle de cérémonies qui sont sacrées et qui ne doivent pas être filmées ou diffusées sur les réseaux sociaux. En fait, brûler de la sauge, c'est pas cool. C'est pas un moyen de faire une story sur Instagram. C'est un rituel qui doit être sauvegardé en tant que tel. Vous pouvez contacter les représentants des différentes nations, aller sur leur site, suivre leurs webinaires pour vous informer en amont, comprendre leur lutte et voir comment vous pouvez les soutenir si jamais ça vous intéresse, tout en gardant en tête que ce n'est en fait jamais vous qui aurez le dernier mot. Vous pouvez aussi soutenir en ligne les artisans, les artistes natifs américains, ou partager des ressources sur les histoires et les cultures. Et en fin de compte, c'est une bonne chose de montrer son intérêt pour une culture différente de la sienne. Mais s'il y a un aspect très spécifique qui vous attire au point de vouloir l'adopter, eh bien ne vous focalisez pas dessus. Lisez d'abord, renseignez-vous sur le sujet, sur le contexte. En fait, dans un monde où les réponses à la plupart des questions ne demandent qu'à être posées, l'ignorance est un choix. Pour Marie-Annette Pember, donc la journaliste Ojibwe, beaucoup de gens qui s'approprient ces pratiques pensent avant tout à la recherche de leur propre bien-être. Mais parfois, ce que nous voulons, ce n'est pas toujours ce dont nous avons besoin, et en particulier lorsque ce que l'on veut cause un réel préjudice à des communautés opprimées. En fin de compte, les gens feront ce qu'ils veulent, mais en face, il y aura toujours des personnes qui seront prêtes à lutter pour garantir leur propre identité. Je la cite, « Je ne permettrai jamais à ces gens de me souiller. Ces choses sont tout simplement trop importantes. »
Donc en conclusion, la décision finale vous revient et moi j'espère juste avoir apporté des ressources pour éclairer votre choix. Et pour aller plus loin, je mettrai l'ensemble de mes sources, y compris Femme Actuelle et compagnie. Bravo. Waouh. Du coup, j'ai cherché pour le C'était romarin. trop bien. Et il y a par rapport à ce que tu disais, tu sais, de la tradition du romarin Yes. qui vient désinfecter, etc. Dans toujours Scott Cunningham, il parle aussi du romarin. Parfait. Bien sûr, j'ai cherché direct. J'étais là, ok, bah, le mec il parle de la sauge, il va parler du romarin. Et tout à fait, il dit bien que le romarin, bon, c'est pour la protection, l'amour, le désir sexuel, les pouvoirs psychiques, l'exorcisme, la purification, la guérison, le sommeil, la jeunesse. Et que le romarin, il faut le faire brûler dans un lieu. Ça émet de puissantes vibrations dotées de vertus nettoyantes purificatrices. On l'utilise pour éloigner toute forme de négativité. Et en fait, maintenant que j'y pense, il a pas dit pour la sauge qu'il fallait la brûler, si? En Wicca, non. En fait, personne ne le dit en Wicca. Ouais, voilà. Et c'est assez rigolo. Enfin, rigolo. C'est intéressant. Oui, parce que là, pour le coup, Ça au reste niveau de la intéressant. fumigation, le romarin, on y Ouais. va, tu vois. Mais je pense qu'en Tout à fait, fait. Cunningham, il a pas non plus des sources trop débiles. Il y a toute sa biblio, hein, j'ai jamais trop regardé. Mais... Bah, c'est peut-être aussi pour ça que les courants Wiccan, c'est un peu les plus progressistes dans le New Age. Bah, bien sûr. Ceux qui sont le plus au courant en fait des luttes sociales qui sont en cours. En fait, au Sachant final, que paradoxalement, la Wicca, ça prône aussi le fait de récupérer ce que tu veux, où tu veux dans les cultures anciennes, actuelles, etc., pour te créer ton propre panthéon et ta propre spiritualité. Donc paradoxalement, c'est aussi effectivement des gens qui vont Ouais. essayer de faire le moins de mal possible, notamment parce que leur règle d'or, c'est de faire ce que tu veux tant que tu fais de mal à personne, et que tout ce que tu fais te sera renvoyé par 3 fois. Donc, je pense que c'est un peu les miquettes. Mais Ah non, mais c'est clair, mais il faut vraiment pas généraliser. Mais à partir du moment où tu trouves ce genre de. Enfin, ce genre de. Je suis désolé, mais ce genre de conneries en ligne. Il n'y a plus de diplomatie. Non, mais il y a un moment où il faut. Enfin. C'est assez facile de creuser en plus pour voir qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus. Et moi, je renvoie complètement aux personnes qui écrivent dans le domaine des religions contemporaines, notamment tout ce qui est études des religions contemporaines, et notamment aux États-Unis, où les travaux sont fascinants et ont des dizaines d'années d'avance par rapport à ce qu'on fait en Europe. en tout cas, je trouve qu'elle est nécessaire, ta Oui, chronique. Carrément. Et c'était vraiment cool. Je savais ce que tu allais dire parce que j'avais lu déjà, mais. Oui, oui. Mais c'était il y a 8 mois, Oui, c'est donc vraiment- finalement. T'as été Encore, on peut- Oui, non, c'est lire pour ça, c'était un peu loin, tu vois. Il y a tes notes sur les côtés, nos échanges, je pense que ça pourrait doubler en temps de chronique. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, on s'était répondu par commentaire et tout. Il y a des connotations qui sont vraiment C'est passionnantes. trop bien. Voilà. Donc ouais, c'était une longue chronique. J'espère Et que... pas si long que ça finalement. Moi, quand je t'ai vu amorcer la Non. conclusion, je me suis dit déjà, mais c'est parce que Non, c'est c'est le pas si sujet long que qui ça, nous puis a surtout, emporté. encore une fois, c'est nécessaire, tu vois. C'est ça. Genre, parce que pareil, t'as fait pas mal de redites, mais je trouve qu'elles étaient nécessaires en fait, et que t'appuyais bien tes différents points. Donc, Mais chapeau, Nico. Bah, merci, Ouais, Stéphane. c'est trop bien. Je Vraiment applaudi. pas facile, parce que c'est ma chronique la plus politisée. Oui, je pense. c'est pas facile. T'as marché Ah bah sur là, des ouais. œufs. Du coup, je suis super mal à l'aise en fait avec ça, même si tu vois, j'adore complètement ce que je dis, mais le fait de le dire, C'est c'est un Mais pas moi, je pense aussi, que hein, je finalement. publierai sur mon truc Instagram, je publierai le chamanisme et la sauge, je pense, l'un à la suite de Yes, l'autre, pour essayer d'éduquer le peu de followers New Age qui me suivent. Oui, depuis mais je j'ai pense fait que ces c'est vidéos. important. Surtout que je pense qu'on l'avait abordé en plus dans les commentaires, Manon. Ça empêche pas les gens à avoir la spiritualité qu'ils veulent en fait. C'est juste que Bien sûr. il y a tellement d'alternatives. Faut le faire en C'est conscience. avoir conscience en fait de ça, ouais. Juste, Juste. tu peux Tout à croire fait. en ce que tu veux, on s'en fout, mais juste évite de te prendre dans les pièges du capitalisme, quoi. Oui, Et c'est de ça en fait. l'oppression. Surtout quand c'est ce que t'es censé éviter, tu vois. Oui. Genre, ça prône- en fait, Ouais. toutes ces spiritualités, elles prônent un retour à la nature, une connexion à l'univers et aux autres et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que Mais c'est c'est juste une putain de victime. c'est là où le du capitalisme est super fort, c'est qu'il arrive à tout prendre et à tout Bien sûr. tout amener Ah vers lui. ouais. en Et fait. à mâcher et à le C'est recracher. ça, ouais. Tout à fait. Et à te le faire Et vendre à après à des Et à te personnes. le faire manger. C'est très très Et balèze. te persuader que ça vient de toi en Oui. plus, l'idée. Ouais. Ça, terrible. je crois que c'est le pire. Non, mais c'est vraiment. En fait, c'est le vraiment balèze. capitalisme, c'est ton ex supérieur narcissique. Je sais pas, mais c'est même peut-être pas forcément un ex d'ailleurs, parce qu'il Il est toujours là en fait. Oui, c'est toi, vrai, c'est c'est ton c'est ton ex. mari toxique en fait. T'arrives pas à t'en défaire. Quand on veut plus, il est toujours là. Tu peux toujours pas divorcer. Il arrête pas de te renvoyer des messages, tu sais. C'est horrible. C'est horrible. Et toi, à chaque fois, tu cèdes. Ah, Jérémy, si tu nous entends, c'est à toi que je pense. Là, c'est pas coupé du coup. Non. Ok.
Yes. Bien joué. Bonne ambiance. Est-ce que vous avez encore un peu de temps devant vous ou pas du coup? Oui. Ouais, vous avez le On temps. peut tirer un poil. Vous avez le temps pour un petit manchot, mais un tout petit. Hein. Oh, Oui. nouveau manchot. Dans le manchot d'Ex. Oui. Le manchot. N'est-ce pas mignon? Oui, et quand je vous dis un petit manchot, je vous dis pas ça au hasard, puisque aujourd'hui on va parler du petit manchot bleu. Alors, vous pouvez aller le googler si vous voulez, parce que Évidemment. il est petit, c'est un manchot et il est bleu. Il est bleu. Vraiment, dans le nom. J'ai vu la tête de Nico, il fait quoi? Un manchot bleu. Ah, trop bien. Ah, trop cool. Je need. Le petit manchot bleu, c'est le plus petit des manchots. Il est si bleu. Il est tout bleu. Il a une taille entre 40 et 45 cm. Il a des yeux gris-bleu. Il fait un poids de 1 à 1,1 kg. Il a un bec de 3,8 cm et des ailes de 12 cm. Je l'adore. Il est trop chouchou. Je l'adore. On l'appelle aussi le manchot pygmée ou alors korora dans la langue maori. Ou alors également aussi, mais alors là, excusez-moi, on rentre dans les chroniques de prononciation de merde, martideker ou alors tomeranarei ou alors guromul ou chulia ou indala ou munuwar dans différentes langues aborigènes. Et c'est donc bien évidemment la plus petite espèce du monde. Alors avec les différents indices que je viens de vous donner, il se situe où dans le monde le petit manchot bleu? Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande et... Oui, t'as dit Maury. et Et Australie. Australie, exactement, tout à fait. C'est le manchot de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Il y a des super photos d'ailleurs. Depuis que j'étudie les manchots, du coup j'ai plein de photos de manchots sur Insta. Il y a une photo d'un couple de manchots, de petits manchots bleus trop choux. On a l'impression qu'ils se tiennent par la nageoire comme ça. Et au fond, derrière eux, il y a la ville de Sydney, je crois, un truc comme ça. Et c'est assez, assez la classe, je trouve. Et Elle est plantée dans un fond de Windows ou je sais pas quoi. Là. ouais, c'est possible. C'est vraiment une très très belle photo. Et autre anecdote aussi, là en ce moment j'ai un collègue qui est kiwi, du coup qui est néo-zélandais. Et quand je lui ai parlé de manchots, bah pour eux c'est banal quoi. Il y en a partout sur l'île du Sud. Voilà, c'est leur quotidien. Alors bien évidemment, elle a été découverte par les Européens en 1781 et notamment par le naturaliste allemand Johann Reinhold Forster. Cette espèce utilise des gammes de sons et de cris plus étendues que les autres espèces. Ce sont des manchots qui vivent dans des terriers. Et petite particularité, ce sont des manchots nocturnes. Ils quittent la terre pour la mer juste avant le coucher du soleil et ils reviennent pendant l'obscurité afin d'éviter les prédateurs. Donc, comme vous l'avez dit, elle est présente en Australie et en Nouvelle-Zélande et les habitudes côtières de cette espèce ont favorisé l'isolation de groupes et l'apparition de 5 sous-espèces. Nous avons donc le Fairy Penguin, ou Oediptula minor nova eloandiae, ou alors le Northern Blue Penguin, Oediptula minor, faut dire en latin, Iredalei, ou le Cook Strait Blue Penguin, Oediptula minor variabilis, ou le Southern Blue Penguin, Oediptula minor, ou alors le Chatham Island Blue Penguin, ou Oediptula minor chathamensis. Voilà, donc Oediptula, vous l'avez compris, c'est le nom global de la famille du petit manchot bleu. Et après, vous avez les déclinaisons, je vous les ai données en anglais. Donc c'est pour ça que c'est penguin et pas manchot. La population, elle est aujourd'hui estimée à environ 1 million de petits manchots bleus, dont 25 000 à 50 000 en Nouvelle-Zélande. Ce qui fait qu'il s'agit, curieusement, d'une espèce qui est assez stable. On peut trouver des manchots pygmées un petit peu partout. Les lieux d'observation des scientifiques, c'est la Nouvelle-Zélande avec l'île du Sud et l'île du Nord, l'île Stewart, les îles Chatham et Pitt, sur la côte du sud de l'Australie, l'île de Tasmanie. Mais contre toute attente, de plus en plus on se rend compte que le petit manchot bleu, on commence à le retrouver en Antarctique, en Namibie, en Patagonie et au Chili. Alors pour le moment, les scientifiques savent pas encore si c'est des accidents ou si c'est vraiment que l'espèce commence à se répandre un petit peu partout. Donc pour une fois, c'est une chronique qui est relativement positive parce que visiblement, le petit manchot bleu, ça a l'air de bien marcher. En même temps, il a compris, il est petit et il vit la nuit. Putain, c'est clair, ça finit pas en mode. Ça finit pas en mode. Et puisqu'on les a tous crevés, ces bâtards. Et il y a même des colonies qui se créent en centre urbain, comme par exemple à Sydney, dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, ils vont vivre dans de grandes colonies ouais, c'est des pigeons en fait, c'est exactement ça. Ils vivent dans de grandes colonies toute l'année. Chaque couple de reproduction creuse une nouvelle cavité. Le manchot pygmée préfère les plages de sable rocheuse. Ils se nourrissent de petits poissons, de calmars, de krill, pour lesquels ils voyagent et plongent la majorité de leur temps. Ils peuvent passer plus de 3 mois en mer pour pouvoir manger. Ils sont menacés bien évidemment quand même par la pollution si leur colonie est dans une zone ayant une trop forte activité humaine. Ne pouvant pas voler, le plus gros problème qu'ils ont, c'est avec les attaques de chiens domestiques sans laisse qui causent de graves dommages aux manchots tentant de vivre près des habitations des humains. Ils passent, malgré tout, 80% de leur temps en mer et ne reviennent sur Terre que pour se reproduire. Comme je vous l'ai dit, le nez est fait dans un terrier, 2 œufs sont pondus,
Ils sont couvés pendant 35 jours, à la fois par les mâles et les femelles. Les poussins sont couverts d'un petit duvet trop mignon, et ils sont nourris par régurgitation par les parents jusqu'à l'âge d'1 mois. Donc du coup, les petits, on va leur donner des petits poissons comme des pilchards, des anchois, mais aussi des petits céphalopodes et occasionnellement des crustacés comme les crevettes et du krill. Alors, je vous l'ai dit, ils sont attaqués par les chiens, mais pas que, ils sont aussi attaqués par les phoques à fourrure comme d'habitude, les requins, mais aussi les barracudas, les mouettes et les faucons. Et sinon, à part les chiens, il y a aussi les chats, les belettes, les furets, les renards, les rats, etc. Donc bref, c'est un peu comme d'habitude, quoi. J'ai retrouvé la photo. Ah, t'as retrouvé la Des photo? pingouins que j'ai Ah, mis vas-y, dans- tu l'as mis dans la salle de pause. Tu peux nous Je l'envoyer? crois que c'est celle-là. Oui, c'est Je celle-là. crois que c'est celle-là. Regardez-moi comme ils sont chouchous. On dirait un montage. Oh mon dieu, mais je peux plus. Mais quoi? Could be us. Mais quoi? C'est choupi, hein. Ah, Putain, ils ont le meilleur date night. Le son où il dit un Et truc le- trop badass en regardant l'horizon à la fin d'un film Die Hard, c'est Bah oui, complètement. la vie est à nous maintenant. On va pouvoir J'ai vivre mis heureux. On est libre. J'ai mis l'article. T'as mis l'article. J'ai mis l'article, mais bon, le nom de l'article est pas très joyeux, mais. Ah oui, d'accord. Ce cliché de 2 manchots veufs serait confortant à remporter le prix. Ah putain. Ah oui, Une photo virale de 2 manchots donc, veufs, regardons au sur loin. la- Sur 5 Kilda, Ah, mais c'est Pierre une Melbourne. romance. C'est une bromance. Ah, c'est trop triste. Et c'est ça, ils ont vengé leur famille juste avant. C'est la fin du film. C'est la fin. C'est évident. Ah, tu vois, je savais Pardon. pas que c'était ça le. Contexte. Posé sur un rocher, surplombant l'horizon, un bénévole s'est approché de moi et m'a dit que le manchot blanc était une vieille femelle qui avait perdu son partenaire et que le jeune mâle à gauche avait également perdu la sienne. Depuis lors, ils se rencontrent régulièrement pour se réconforter et restent ensemble pendant des heures à regarder les lumières scintillantes de la ville voisine. JPP. C'est vraiment, c'est tristoun. C'est encore- ouais. Voilà, il y a quelqu'un qui a commenté, je n'avais pas prévu de pleurer ce soir, merci. Ah ouais, tu vois, je savais pas, je pensais que c'était un couple, mais non, en fait, c'est 2 veufs. C'est encore plus fou. Cette anecdote est encore plus folle que l'anecdote que j'allais vous donner pour terminer cette chronique, mais je vais quand même vous le donner. Merci Raph. Ah bah super. Qu'est-ce que vous utilisez vous avez un Mac, un PC ou autre chose? Ah. C'est ouais. Ah, Il y a quelqu'un pas un- quelqu'un à la avec un ref, pingouin quelqu'un à la ref. Oui, Nico. Ouais, Linux avec un Linux, pingouin. exactement, Ah, bien joué. mais putain. Linus Torvald, l'initiateur du noyau Linux, a été ému et mordu d'ailleurs aussi par un manchot pygmée pendant un voyage en Australie. Et cette rencontre a encouragé Torvald à choisir Tux comme logo officiel de Linux. Donc en fait, Linux, c'est un petit manchot bleu. Voilà. Et j'ai dit pingouin en plus. Oui, mais c'est des anglais, penguin, blue penguin, ça passe. Voilà, mais c'est moins chouchou que les 2 personnes qui se réconfortent là en regardant Sydney tous les soirs. Très très mignon. C'est vraiment très 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 mignon. Voilà. On termine sur une couche de mignonitude finalement. D'émotion. D'émotion. Voilà. Pour info, Ouais, Tux, c'est lui. tout à fait, c'est lui. Ah, qu'il est laid. Il est très laid par rapport au vrai petit manchot bleu. Il est pas bleu Oh, surtout sur ce les connard. bras. Ah non, il est tout ce qu'il y a de plus. Ce connard. Il ressemble à comment il s'appelle ton pingouin, Manon, ton manchot. Il Yubi. ressemble à Yubi, Putain, le petit on avait- pingouin. On a failli oublier le. Le point Yubi. Yubi, On quoi. termine par ça quand même. Attends, non mais ça c'est Dominique Strauss-Kahn en pingouin. Hein. Non mais t'as vu, il est libidineux un peu comme pas possible là. Excusez-moi, je sors de la douche. C'est exactement ça là, il va te faire tomber Il a ça, des là. abdos, c'est moi. Il a des pecs, quoi. Il a C'est carrément toi, des mec. pecs. Trop bizarre. C'est vrai qu'il est un peu malsain. Ouais. Ah mais il est très malsain là, ouais. J'ai oublié que c'est un connard. Se fout de ma gueule, mais. Elle l'avait dit. La prophétie. Bon bah merci du coup d'avoir bien voulu écouter cette petite chronique sur le petit manchot bleu et merci surtout à Nicolas pour sa magnifique j'ai applaudi tout seul donc du coup ça il va y avoir qu'un seul clap donc on va le refaire avec le truc. Ouais. Et et on remercie aussi le canard, on remercie du coup Mystic Jules qui était là avec nous ce soir. Ah bah attends. Oui, Attends. vas-y. Hop. Je suis désolé, j'ai essayé de faire ça rapidement. J'ai pas pu trouver la petite feuille qui va avec pour fumer et tout, mais j'envoie sur salle de pause. Mystic Tellement Jules. Médium. Je veux pas être médium. On dirait un gourou nuage Ah, mais c'est pour ça, oui. Genre, tu sais, sur un Avec des blog. cheveux Sur de un cristal, blog, c'est ça, immédiatement. tout à fait. Mystique Jules. Avec point la plante. blogspot.com. Moi, ce que j'adore, c'est la plante derrière. J'ai essayé de- Si Jules est d'accord, les auditeurs, on vous mettra cette photo en fin d'épisode. Pour ceux qui écoutent sur YouTube. Il t'accompagne dans ton chemin de vie.
que t'as envie que je te fasse une petite étiquette de gourou, là, tu sais, de mec qui est... Avec des planètes. Pas trop. Ok, bah merci aussi à Raph, bien sûr, qui était là parmi nous également pour les différentes anecdotes. Bref, mais surtout merci à vous, chers jolicheurs, pour nous avoir écouté jusqu'au bout. Et on vous dit à la semaine prochaine. Des bichous. Ciao. Ciao. Il va falloir aller faire la sieste maintenant. on est pause. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on enchaîne sur le Spécial sorcellerie. Sur le spécial sorcellerie. C'est parti. Jules, Attendez, bougez pas. J'ai justement le Maléus Maléfique sur moi. On peut y aller. le Maléus. Mais le bouquin. Bien sûr. Avec, il a l'air badass à l'extérieur. Et en fait, quand tu enlèves ça, il est encore plus badass. Waouh, c'est la classe. Ouais, de ouf. Non, mais en vrai, si on commence à 19h... Franchement, moi je pense que ça peut le faire. On a réussi à faire le Seigneur des Anneaux quand même. Hein. Et Dieu sait qu'il y avait des choses. Moult chronique. Il est vrai. Combien de temps ça Il est durait, vrai, il est vrai. On a fait 4 heures, je pense, d'enregistrement. Ah ouais, bah ouais, je pense. Moi, j'étais au bout de ma vie à la fin. Ouais, à la fin, j'en pouvais plus. Hein. Mais je pense que là, à mon avis, on fera pas 4 heures, je pense. Sur la sorcellerie, je pense qu'on fera. Je pense qu'on fait 3. Je pense qu'on fait 3 heures. On fait 3 heures, mais Oui. pas 4 heures. Easy. Je pense que c'est. Bah, c'est simple, il y a combien de trucs à passer? 1, 2, Moi, 3, il y 4, en a, 5. moi, il y en a au moins pour une demi-heure. Nico, il y en a au moins pour une demi-heure. Toi, Jules, je pense qu'il y en a pour une petite demi-heure aussi. Alors, je Ouais, pense bah, que parce que les à vous deux, vous questions, faites 1 heure. Nico, il a dit que c'était sa plus longue. Ah non, c'est celle-là d'aujourd'hui, la plus longue chronique. D'aujourd'hui. Ok, pardon. L'autre, elle fait que 12 pages. Ok, il a 40 minutes, quoi, en gros. Après, peut-être que la chronique de Nico ce soir nous amène au 17. Ça va être tellement long qu'on sera là. Desséché, tu sais. C'est Je ça. vais créer ma chaîne moi-même. Des chroniques de Nico. Il va faire ses sessions, tu sais. 1 heure de chronique par jour. Mais je me suis demandé même si on devrait pas le streamer plutôt, tu vois. Genre, tu vois, au bout d'un moment. Parce que... Je suis désolé, j'ai décidé ce soir d'être un peu le chaos. C'est pas grave, Excellent. c'est pas grave. En plus, on ne te Ça voit nous pas, fait donc plaisir. c'est génial. Bah, on s'y met pour la Allez, sauge. vas-y. On fait sauge après manchot, et puis si Jules a envie de faire sa chronique sur les 30 minutes, on verra ce qu'il nous reste, et puis on fera ça, sinon ce sera 17. Comme ça, tout le monde pourra participer. Ouais. Alors, on prend les forces. Allez. 1, 2, 3 et nania la machina. C'est pas ça les paroles.